Et une excellente soirée sur France 3. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 3 Alpes. Il est presque 19h. Au sommaire de ce journal consacré à l'actualité en Isère et dans les Deux-Savoie, la mobilisation des moniteurs de ski dits frondeurs. Une dizaine étaient rassemblés sur les pistes de Tignes en Savoie pour protester de nouveau contre le pacte intergénérationnel. Cette réduction d'activité imposée par leur syndicat aux plus de 61 ans génère de très fortes tensions entre professionnels. Des rencontres, des débats, des ateliers ludiques aussi pour mieux comprendre et dégoupiller les conflits entre parents et enfants. C'est ce que propose en Isère une douzaine d'associations à l'occasion de la semaine de la non-violence éducative. Et puis José Garcia, tout chousse au Contamine Montjoie en Haute-Savoie, pas sur les pistes mais pour les besoins d'un tournage. Une comédie familiale et tout chousse, c'est son nom aussi. Une de nos équipes s'est invitée aux côtés des comédiens. Et puis tout de suite, après notre journal, votre édition nationale avec la tension qui monte au Népal. 5 jours après le séisme, les rescapés sont à bout. Les autorités ont du mal à faire face. À Katmandou, des heurts ont opposé des habitants aux forces de l'ordre. Et puis François Hollande qui débloque 3,8 milliards d'euros de plus pour la défense. Le chef de l'État veut avoir les moyens de faire face à la menace terroriste à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire. Il y a 70 ans tout juste, le 29 avril 1945, les femmes votaient pour la première fois. Un droit de vote acquis un an plus tôt, près d'un siècle après les messieurs. Elles étaient alors 12 millions et parmi elles, il y avait Denise Meunier, 97 ans, de Saint-Martin-d'Air en Isère. Aurélie Massé et Yves-Marie Glo l'ont rencontrée. Regardez. Les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Elle avait 27 ans et habitait Rouen à l'époque. Denise Meunier n'a pas oublié son premier bulletin dans l'urne. Comme les autres femmes de sa génération, le 29 avril 1945, cette ancienne résistante a eu le sentiment de devenir une citoyenne à part entière. Oh ben, j'étais très heureuse et très fière de pouvoir le faire, bien sûr. Jusque-là, les femmes étaient considérées un peu comme les auxiliaires de l'homme. Il y a longtemps que ça aurait dû être fait, bien sûr. Et c'est grâce à l'action des femmes dans la résistance que ça a pu enfin aboutir. Pour les Françaises, c'est la fin d'un siècle de lutte et de débat, dans les salons et le plus souvent dans les rues. Denise n'a depuis jamais raté une élection. Elle fut même parmi les premières femmes de l'Hexagone à se lancer en politique. J'étais candidate sur une liste municipale. Et j'étais à la fin de la liste, j'étais pas éligible, mais enfin je figurais, voilà. Pour être utile, j'étais profondément antifasciste, donc, et je voulais que ça serve à quelque chose. En 1945, sa liste emporte les élections. Et la même année, 33 femmes rejoignent les bancs de l'hémicycle. 70 ans plus tard, elles sont 155, encore bien loin de la parité. Dans la pratique, évidemment, il y a encore une domination masculine. Il faut que les femmes s'emparent de ce droit justement pour voter et se faire élire. 41, voilà. Combat d'hier et d'aujourd'hui, Denise Meunier reste sensible à la cause des femmes. Dans son petit appartement de Saint-Martin-d'Air, cette presque centenaire garde intacte la force de ses convictions. Dans l'actualité, il y a aussi ce dramatique accident survenu sur le lac d'Annecy en Haute-Savoie en tout début d'après-midi. Un frère et sa sœur ont chaviré alors qu'ils faisaient du canoë à proximité du Roc de Cher. Si la jeune femme âgée de 20 ans a été secourue par un pêcheur, les recherches sont toujours en cours pour tenter de retrouver son frère de 24 ans. Dans quelques jours, lundi prochain à Villefontaine en Isère, la garde des Sceaux et la ministre de l'Éducation nationale dévoileront aux parents des petites victimes les conclusions de l'enquête administrative menée dans l'affaire du directeur d'école de la commune. L'homme, je vous le rappelle, a été mis en examen en mars dernier pour des faits présumés de viol sur 11 de ses élèves. Plus de détails sur cette visite sur notre site internet alpes.france3.fr.
En Savoie, une dizaine de moniteurs se sont rassemblés ce matin ski au pied sur les pistes de Tignes. Dans le collimateur, toujours le pacte intergénérationnel. Cette réduction d'activité pour les plus de 61 ans, imposée par leur syndicat national, est vécue comme une discrimination à l'âge. Elle a même engendré une très violente dispute il y a une dizaine de jours. Reportage de Claudine Longhi-Bernard et Florine Hébard. Ils luttent depuis des années contre les inégalités de traitement entre moniteurs. Ils sont venus des stations alentours pour faire ensemble un bilan en fin de saison, mais aussi pour retrouver leur collègue Jean-Philippe Sanson, de retour en Savoie après son agression lors du challenge des moniteurs à Serre-Chevalier, mi-avril. C'est pas normal lors d'émissions d'opinion contraires, voilà, qu'on en arrive à se battre. C'est pas possible, parce que là ça a été d'une violence terrible. C'est un plancher orbital, ça ne s'effondre pas sur un coup de poing. Je pense que c'est des grands coups de pied qui m'ont été donnés. Et le ton est relativement vite monté. Et à ce moment-là, le directeur technique a commencé à me menacer qu'il allait me donner une gifle. La Cour de cassation vient d'enterrer définitivement le pacte intergénérationnel qui obligeait les moniteurs de plus de 61 ans à réduire leur activité, donc leur revenu, de 70%. Pour l'avocat de l'association de défense des droits des moniteurs et entraîneurs de ski, cette décision de justice est une belle victoire. La Cour de cassation est venue passer un message important puisqu'elle est venue dire que les cours retirés aux anciens doivent absolument profiter aux plus jeunes. Et c'est exactement ce que la loi de mai 2015 a prévu dans les écoles. Les écoles peuvent aujourd'hui réduire l'activité des plus anciens à condition que les cours bénéficient exclusivement aux moniteurs âgés de moins de 30 ans. À Tignes, ce jour, l'étape était importante. Il s'agissait en effet de faire un bilan des actions engagées et de définir une stratégie pour défendre l'avenir de la profession. Maintenant que la cassation est quand même basée sur des éléments qui sont référencés par rapport au droit européen, on va essayer de faire en sorte déjà de faire respecter la loi dans les écoles de ski. Par exemple, dans mon école de ski, j'ai de forts doutes sur la validité du système de fonctionnement. Donc on va attaquer là-dessus. Le combat des moniteurs frondeurs n'est donc pas encore terminé. Ils entendent bien rester vigilants sur les modalités de la nouvelle loi pour ne pas retomber dans les mêmes discriminations. Et toujours à propos de moniteurs de ski, encore un report dans le bras de fer qui oppose le syndicat national de la profession à Simon Butler. Ce moniteur anglais de 52 ans, accusé d'enseignement illégal à Megève en Haute-Savoie, est déjà condamné plusieurs fois pour le même motif. La cour d'appel de Chambéry, qui devait se prononcer aujourd'hui, a suspendu sa décision et l'a renvoyée au 9 décembre prochain. 5 jours après le terrible séisme qui a touché le Népal, le bilan continue de s'alourdir. Selon les derniers chiffres, plus de 5000 personnes ont trouvé la mort, 8000 ont été blessées. Les opérations de secours et de recherche se poursuivent alors que les premiers Français qui séjournaient dans le pays arrivent progressivement, même si beaucoup, vous le voyez, sont encore bloqués à l'aéroport de Katmandou en attente d'un vol. Très tôt ce matin, les 24 jeunes du lycée Pierre Bégin de Moiran en Isère, dont nous vous parlions dans nos précédentes éditions, sont eux rentrés à la maison. Partis en voyage associatif avec 7 accompagnateurs, tous indemnes. Ils avaient été mis en sécurité à Pokhara, à 200 km de la capitale sinistrée, juste après les secousses. Ils ont donc pu ce matin retrouver leur famille avant peut-être de reprendre le chemin de l'école dès demain. Et les communications restent encore délicates avec le pays, vous vous en doutez, mais les premiers témoignages nous parviennent petit à petit. Je vous propose d'écouter celui de Guy Chaumereuil, journaliste savoyard, spécialiste des problématiques de la montagne et président du parc de la Vanoise. Il se trouve encore au Népal avec une dizaine d'amis originaires de notre région. Un témoignage recueilli cet après-midi par téléphone par Marion Feutry. Dans le village où nous étions, il y a de gros problèmes. Un gros problème d'eau, d'électricité, il n'y a plus d'électricité, une partie des maisons sont en bas, il y a beaucoup de blessés encore, beaucoup de morts, il faut bien le dire. Le Népal est un des pays les plus pauvres du monde et c'est des gens qui, il faut aussi le souligner, n'ont jamais cédé à la panique ces derniers jours dans ce village. Ils vous sourient, ils vous parlent, ils lèvent les bras au ciel, c'est vrai, parce que c'est un grand malheur pour eux, on comprend. Mais il n'y a jamais de véritable panique. En arrivant ce soir à Katmandou, on s'est rendu compte qu'ici aussi, mais ça vous devez le savoir mieux que nous, à la limite, il y a beaucoup de dégâts et on nous a fait comprendre que le mieux était de ne pas surcharger les travaux, enfin l'activité des agences qui ont, c'est vrai, aujourd'hui autre chose à faire peut-être que nous dorloter, on comprend tout à fait, quoi. En fait, je repars avec cette idée que
que c'est un peuple adorable, encore une fois. C'est un pays merveilleux, des paysages somptueux. On est accroché quand on vient une fois ou deux au Népal. Donc surtout, ne rayez pas le Népal de vos intentions de voyage si vous pouvez voyager. Enfin, il le mérite. Retour dans les Alpes, en Isère, où une douzaine d'associations proposent toute la semaine aux familles qui le souhaitent des rencontres et des débats autour de la non-violence éducative. Illustration dans une école Montessori à Grenoble, où se tenait aujourd'hui un atelier ludique pour comprendre les conflits entre parents et enfants. Grégory Lespinasse et Vincent Abran y ont assisté. S'il y a confrontation, c'est qu'il y a confrontation de besoins, c'est qu'à un moment donné... Ces parents sont venus partager ici des expériences et des situations parfois difficiles à gérer avec leur enfant. Comme Yann, papa comblé d'une petite Maëva de 3 ans et qui tous les soirs refuse d'aller se coucher. Alors je suis venu justement pour comprendre, pour essayer de savoir s'il y a des façons pour... essayer de résoudre cette tension entre nous. Comme j'ai dit, je veux respecter le rythme de mon enfant qui veut jouer. Mais comment le faire pour la faire comprendre qu'elle doit respecter notre rythme aussi. Pierre, maman! Pierre, maman! Maman! Et rien de tel que quelques mises en situation pour comprendre ce qui se joue au quotidien. La problématique des parents qui revient très fréquemment, c'est la notion de la fatigue et du temps. Parce que la non-violence éducative, c'est comme apprendre une nouvelle langue. C'est comme apprendre l'anglais, il faut s'y investir, il faut avoir les bons termes, il faut se regarder, agir, prendre du recul par rapport à la situation et proposer d'autres choses à l'enfant. Comment élever nos enfants sans fessée ni punition, c'est l'objectif de cette association qui amène les parents à réfléchir ensemble. Je sens de la bienveillance, il n'y a pas de jugement, je sais que je peux me confier et que j'aurai une belle écoute et peut-être des conseils, enfin un partage d'expériences, de témoignages qui fera que... De toute façon, rien que d'entendre d'autres parents qui évoquent des situations similaires et on se sent moins seul, ça va tout de suite mieux. Je l'ai mis occasionnellement. L'occasion de découvrir toute cette semaine en Isère la communication non violente et gérer au mieux petites et grandes colères du quotidien. La nouvelle charte du parc de la Vanoise a été approuvée par la ministre de l'écologie Ségolène Royal et le Premier ministre Manuel Valls, décret publié ce matin au journal officiel. Il s'agit des règles de protection et de vie dans les 146 000 hectares qu'il compte. Une charte débattue par les 29 communes des Hautes-Vallées, de la Maurienne et de la Tarentaise, les professionnels de la montagne et les habitants. Les conseils municipaux vont maintenant devoir se prononcer sur leur adhésion. Ils ont 4 mois pour délibérer. On parle à présent de la Dame de Fer, la Tour Eiffel et du grand lifting que subit depuis 2 ans son premier étage. Un lifting auquel participe une petite menuiserie industrielle du Nord-Isère implantée à Salès-sur-Sanne et spécialisée en acoustique. Reportage dans ces ateliers de Daniel Pajonc et Sylvie Adam. Dans cette entreprise familiale qui affiche 50 années au compteur, on est spécialisé dans les trous. On appelle ça le perçage acoustique, ça débite et ça en bouche un coin. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Pas vraiment poinçonneur, plutôt perceur à répétition. Les panneaux de bois stratifiés sont forés à raison de 4000 trous par mètre carré. C'est grâce aux 4 machines à commande numérique que l'atelier a décroché le marché du plafond acoustique du premier étage de la Tour Eiffel. Bois traité anti-feu, aspect miroir avec un stratifié en alu. Au total, 600 mètres carrés, on vous laisse faire la multiplication. Le panneau, naturellement, est réverbérant. C'est-à-dire que le son tape contre le panneau et est renvoyé dans la pièce. Plus on fait de trous, plus le panneau est absorbant. Donc, le jeu est de faire le maximum de trous, mais pas trop parce que le panneau tombe en lambeaux, en gardant un côté esthétique et en gardant le côté solide. Il faut 1 heure pour faire 1 mètre carré. En travaillant en 2/8, il a fallu 4 semaines pour produire les panneaux. Sur une commande numérique, on est outillé avec 8 mèches en règle générale et on fait de la perforation. On tourne relativement doucement et on descend assez vite tout de même parce que l'alu sinon fond dessus. Mais il n'y a pas que l'alu. La société travaille avec tous les types de matériaux. Aujourd'hui, elle est reconnue en France pour toutes ses réalisations.
La perforation acoustique, on peut dire que c'est devenu notre spécialité parce qu'il y a un réel savoir-faire derrière. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait des trous et aujourd'hui les architectes nous demandent de faire de l'affaiblissement acoustique partout, dans des lieux publics, dans des restaurants. Et c'est dément, on doit s'adapter à chacune de leurs demandes. C'est très technique. Le chantier de la Tour Eiffel sera achevé début mai, mais la menuiserie ne connaît pas de répit. Les machines chauffent déjà pour un nouveau défi. Des trous, toujours des petits trous. Depuis 10 jours, les fidèles du monde entier se massent juste de l'autre côté des Alpes, à Turin, et cela pour admirer le fameux Saint-Suaire, le linceul qui aurait enveloppé le corps du Christ. Sa dernière ostension remonte à 2010, mais celle-ci sera la plus longue de l'histoire, 67 jours en tout. Fabrice Légard et Asdine Kebapti. 1, 2, 3. Souriez, c'est gagné. Une photo souvenir pour immortaliser leur arrivée devant la cathédrale de Turin. Et la famille Amar se met en route. Une petite heure de chemin de la foi dans les jardins du Palais Royal pour au final 2 à 3 minutes de recueillement devant l'image pour les uns, la relique pour des millions de catholiques romains. Siamo davanti alla Sindone. Tra le due linee scure si vede. C'est une preuve supplémentaire, je pense, qui nous aide à croire et les enfants encore plus, à mon avis. Et on n'oblige pas nos enfants sont libres de croire ou pas si c'est le Saint-Suaire de Jésus. Pour nous, ça l'est, mais il reste toujours cette part de liberté en chacun. Les Amar sont loin d'être les seuls Français venus en voisin visiter la Santa Sindone. L'image christique attire à chaque ostension des dizaines de milliers de fidèles de la fille aînée de l'Église. Une France traditionnellement au 2e rang des visiteurs, mais seulement 3e cette fois, doublée par déjà 22 000 réservations polonaises. Comment tu réponds à cette question que te pose cet homme qui a souffert, qui a été crucifié. Chacun a une réponse personnelle à donner. Alors moi je l'ai donnée évidemment en donnant ma vie comme prêtre, mais chaque pèlerin, chaque visiteur qui vienne du monde entier est appelé à donner sa réponse personnelle aussi, bien sûr. Plus prosaïque, mais ô combien utile, les réponses données par les autorités italiennes aux inquiétudes sécuritaires. Si l'on se refuse à donner les effectifs exacts de présence, les dizaines de policiers, carabiniers et autres gardes des finances qui quadrillent le centre-ville montrent que la menace terroriste est prise au sérieux. Les attentats sont une réalité, les menaces aussi. Ici, autour de la cathédrale, les contrôles sont plus nombreux que lors de n'importe quelle autre ostension. Les pèlerins s'y plient volontiers, mais le plus important, c'est qu'ils soient là pour dire qu'ils n'ont pas peur. Quand bien même auraient-ils peur, ces pèlerins, que la fascination du Saint-Suaire les ferait tout de même venir en masse, à l'image de ces 20 000 personnes qui visitent chaque année le musée fondé par la confrérie du Saint-Suaire, pour voir le coffre dans lequel le linceul a été transporté de Chambéry à Turin en 1578, le premier appareil qu'il a pris en photo, décrypter aussi la controverse sur l'authenticité de la Sindone. Je crois qu'il faut dépasser cette obsession de l'authenticité. Si moi, en tant qu'historien, je me contentais d'orienter mes recherches dans l'unique but d'établir ou non l'authenticité du linceul, je me tromperais complètement d'objectif. Surtout, je ne pourrais pas comprendre toute l'importance que le Saint-Suaire a eue dans l'histoire. Mais le vrai pic d'affluence ici à Turin est attendu pour la fin du mois de juin lors de la visite du pape François. Une visite qui posera littéralement un choix cornélien aux centaines de milliers de pèlerins attendus ici, ou bien voir le pape le 21 juin mais pas le Saint-Suaire dont l'exposition sera fermée, ou bien alors attendre le lendemain pour voir le Saint-Suaire mais pas le pape qui recevra en visite privée ici à Turin les membres italiens de sa famille, les Bergoglio d'Asti. Le mercredi, c'est aussi jour de science. Dans le Journal des Alpes, on quitte aujourd'hui les laboratoires et les salles blanches pour un petit musée, le musée grenoblois des sciences médicales, un lieu insolite au cœur du CHU qui accueille une exposition sur le grand botaniste et médecin dauphinois Dominique Villars. Chronique scientifique signée Xavier Schmitt et Antoine Marnas. La chapelle de l'ancien hôpital de Grenoble. Elle abrite le musée des sciences médicales depuis 1992. Sylvie Brotagnon anime les collections, monte les expositions. Là, elle réalise un rêve, donner la vedette à Dominique Villars, le fameux botaniste et médecin. Né en 1745, mort en 1814, c'est un homme des Lumières, un savant et un humaniste. Ses travaux servent encore de référence. Aujourd'hui, des chercheurs encore, par exemple, s'intéressent ou viennent consulter le muséum pour avoir des informations sur des parts d'herbiers, sur des plantes, des espèces ou des genres que Dominique Villars aurait pu collecter à son époque. Ce fils de paysan du Champsaur
a légué un herbier fabuleux conservé au Muséum de Grenoble. Il a dressé l'inventaire scientifique de la flore du Dauphiné. Il a découvert nombre d'espèces végétales des Alpes. Son sens de l'observation le guide aussi dans son travail de médecin. Il imagine même de nouveaux instruments. Le microscope a été mis au point au XVIIe siècle et très vite Dominique Villard a vu que le microscope n'était pas forcément, ne répondait pas à ses besoins et donc il s'est intéressé à des microscopes qui existaient pour pouvoir les améliorer. Plus récent, quelques 3000 appareils médicaux sont conservés dans les réserves du musée. Il raconte un chapitre clé de l'histoire de la médecine. L'inventivité de la première moitié du XXe siècle. Par exemple, le masque à ombre d'âne, le masque d'ombre d'âne, puisque c'est lui l'inventeur. Et donc l'idée, c'est un masque pour mieux endormir les patients. On glisse un tampon d'éther à l'intérieur. Ici, on a une vessie de porc et on va souffler pour insuffler l'éther. Et donc, on posait le masque comme ça sur la personne. La boîte à herboriser. Dominique Villard y déposait sa moisson de plantes curieuses en sillonnant les Alpes. Et il les décrivait sur des carnets. Botaniste précurseur et médecin progressiste. Il établit le lien entre le vivant et son environnement. On quitte le musée pour les montagnes haut-savoyardes, celle des Contamines Montjoie. Si vous y êtes passé ces derniers jours, vous l'avez peut-être aperçu. José Garcia et toute une équipe de tournage y séjournent depuis déjà un mois. La station sert en effet de décor à une comédie familiale tout chousse, annoncée sur les écrans l'hiver prochain. Marion Feutry et Franck Serroni. Mais que fait José Garcia à fouiller dans les valises des filles? Il incarne Max Salinger, un écrivain parisien et papa déjanté, débarqué au beau milieu d'une colonie de vacances. José, tu peux peut-être insister un tout petit peu plus avant de sortir. Là, t'es sorti plus vite que la dernière fois. Et quand les caméras arrêtent de tourner, c'est comme dans le film, ambiance colonie de vacances. Je trouve que c'est formidable de se retrouver avec tout un parterre de jeunes acteurs qui ont envie de jouer, qui gardent le principe du jeu, qui gardent le côté adolescent, qui s'amusent, qui sont toujours partants. Donc moi j'adore ça, c'est vraiment très agréable. Quand on a José qui est un mec qui improvise 8 fois à la seconde, il faut essayer de soit faire des meilleures vannes, soit faire moins bien, mais en faire quand même, parce que c'est plus la qualité qui compte, c'est la quantité avec lui. Moteur demandé, silence s'il vous plaît. Ça tourne. Tout autour des comédiens, ça fourmille dans tous les sens. Des dizaines de techniciens et 2 réalisateurs, François Prévost-Légoni et Stéphane Archinard. Toute cette énergie déployée pour donner vie à une comédie familiale et populaire. Et que tu dégages celui qui fait à ta place, mais c'est franchement minable. Hein. Nous, vraiment, ce qui nous intéressait dans ce scénario, c'était d'aller chercher du côté un peu de la comédie américaine indépendante, comme Little Miss Sunshine, tous ces films où les héros sont très finalement décalés du réel, mais qui à l'arrivée dans lequel chacun se reconnaît, et José a ça. C'est ça. Mais tu me rends ma clé USB, je te trouve un prof de ski, c'est pas ça qui manque dans une station. Mais c'est comme les clés USB, papa, les clés USB, tu peux en trouver partout. Finalement, les films au ski, quand on sort des bronzés et de la première étoile, il n'y en a pas tant que ça finalement. On comprend un peu pourquoi maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a des vrais casse-têtes de météo, donc du coup de plan de travail, de ne pas pouvoir tourner parce que justement ça s'y prête pas. Maintenant on comprend pourquoi il y a si peu de films en fait qui ont comme toile de fond la montagne. Après un mois de tournage aux Contamines Montjoie, toute l'équipe quittera la station vendredi. Résultat sur grand écran l'hiver prochain. Et après le cinéma, place à la danse. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est aujourd'hui la journée internationale de la discipline. L'occasion pour la chorégraphe grenobloise Colette Priou de donner leur chance aux danseurs amateurs ou débutants dans divers lieux, la gare ferroviaire ou le jardin de ville. Jean-Christophe Pain et Cédric Picot. La journée mondiale de la danse, c'est un peu comme la fête de la musique, mais pour la danse. Ce jour-là, chacun, ça veut dire vous, moi, n'importe qui, a le droit de danser devant tout le monde. Ça s'appelle se produire en public pour la première fois. C'est
c'est bien aussi de montrer que quel que soit le niveau, on peut bouger dans un endroit sans musique, avec du public ou sans public, mais que la danse peut être à tous les âges et tous les lieux. Depuis des années, la chorégraphe grenobloise Colette Priou nourrit sa compagnie d'expériences particulières. Elle aime frotter les professionnels aux amateurs, aux débutants et même aux personnes qu'on ne soupçonne pas de pouvoir danser. Tout le monde peut bouger, on peut bouger un petit doigt, on peut bouger les yeux, on peut bouger. Donc on peut également être présent, avoir le regard présent. C'est aussi de l'interprétation, donc c'est du mouvement. Au-delà de cette journée, Colette Priou vous propose aussi des soirées en mai prochain au Théâtre Prémol. Sauf que le théâtre a brûlé. Avis aux amateurs, Colette cherche des lieux pour y danser. C'est la fin de ce journal des Alpes. Merci de l'avoir suivi. Demain midi, c'est Fabrice Caddy.